Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'accueille Alexandre Génie, un entrepreneur qui a réussi un pari complètement fou. Il a vendu sa société Color à GoPro, oui, les caméras GoPro que vous connaissez. Et il est resté fidèle à ses convictions en créant un écosystème d'innovation unique au cœur des Alpes. Mais Alexandre n'est pas seulement un serial entrepreneur, c'est aussi un visionnaire qui nous alerte sur les réalités troublantes de l'IA. Savez-vous qu'on peut aujourd'hui reconstituer votre visage juste à partir d'une photo de votre oreille, ou qu'il devient possible de lire littéralement dans vos pensées? Dans cette interview exclusive, Alexandre partage sa philosophie complètement anti-traditionnaliste. Il donne aussi ses secrets pour réussir sans être dans la capitale. Et surtout, il va nous donner cette vérité qui dérange, que ce n'est pas l'IA qui va vous remplacer, mais c'est un autre dirigeant qui utilise l'IA mieux que vous. Il nous révèle aussi sa méthode des 2 heures par semaine qui peut transformer votre entreprise. Et pourquoi l'avenir de l'innovation française se joue peut-être plus dans les régions que dans la capitale. Restez bien jusqu'à la fin car Alexandre nous dévoile des stratégies concrètes que vous pourrez appliquer dès demain pour que votre entreprise tire le maximum de l'IA sans sacrifier vos données sensibles. Je suis Marc Ingénia, je vous souhaite une bonne écoute et je vous retrouve juste après. Bonjour à tous. Alors, je suis aujourd'hui avec Alexandre Génie. Il va nous expliquer son parcours et comment il est aujourd'hui au cœur des Alpes pour faire de l'IA et de l'image. On va parler de beaucoup de choses et on est ici au Hub. Donc vous pouvez voir ici le magnifique panorama derrière cette baie vitrée. Et c'est vraiment un choix d'Alexandre de s'implanter ici, il va y revenir. On est dans un lieu d'innovation un peu hors norme, on va en reparler. Pourquoi c'est hors norme? C'est pas vraiment un incubateur, c'est pas vraiment un centre d'affaires, c'est quelque chose d'un peu différent. Il va nous expliquer comme ça ce qu'il va faire avec, et puis surtout la vision pour le futur, parce qu'il y a encore des étapes à franchir qui sont déjà dans les cartons, déjà prévues. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci Marc. Voilà, et puis c'est vrai que tu es invité partout, on t'a vu parler à TEDx à Genève, tu as été invité par Mathieu Stéphanie, et puis c'est Julien Coulon qui est ton associé dans le fonds d'investissement OVNI, qui nous a mis en relation. Merci Julien de ça. Merci. On salue Julien qui va certainement nous écouter. Cette interview, en fait, est la première d'une série d'interviews, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'interviewer les entrepreneurs de l'IA en région, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'IA à Paris, qui est très centré sur Paris, mais il se passe beaucoup de choses aussi en région. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est aussi de donner la parole aux entrepreneurs qui vont faire de l'IA en région et puis qui veulent vraiment le faire en région par choix personnel. Il y en a beaucoup et c'est intéressant de les montrer aussi parce que je pense que l'innovation, elle vient de partout. Maintenant, c'est l'avantage des nouvelles technologies, c'est que ça peut innover partout sans forcément être dans un écosystème centralisé à Paris. Alors, dans cette interview, on va parler de l'IA, bien sûr, en particulier sur la partie vision par ordinateur, qui est ta marque de fabrique, là où tu as vraiment cœur de métier, où tu as beaucoup entrepris. On va parler bien sûr d'innovation, on va parler aussi de rester avec l'humain au cœur des systèmes, parce que c'est quelque chose qui était vraiment très, très cher. On va parler aussi, évidemment, comme je viens de le dire, de la région, en fait, des régions, le fait quel est le pouvoir des régions, et en particulier aussi les territoires, parce que les régions, c'est grand, et puis parfois les territoires, ils sont plus petits, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. On va parler de comment on fait pour réussir dans l'IA, parler de comment réussir avec l'IA, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans les personnes qui vont créer des solutions d'IA, mais aussi les entreprises qui vont les utiliser, tout simplement. Et puis, moi, j'aimerais bien aussi qu'on aborde comment réussir sans l'IA, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent se faire, tout simplement, en gardant l'humain, sans forcément céder avec des technologies. Et c'est intéressant de voir quels sont les secteurs ou les métiers qui vont pouvoir perdurer et où ils n'utilisent pas du tout de technologie. Ensuite, on va aussi parler des risques. Est-ce qu'on doit avoir peur? Est-ce qu'on doit se réjouir de l'IA? Et ça, c'est un sujet qui est très important. Et puis enfin, on va parler aussi de l'éthique et en particulier de la confidentialité, parce que c'est un sujet qui m'est très cher, et toi aussi, manifestement. Effectivement. Donc, voilà. Donc, vaste programme. Vaste programme. Alors, est-ce que tu peux déjà te présenter, parce qu'on voudrait savoir comment tu en es arrivé là. C'est intéressant, c'est le parcours, en fait. Comment tu es parti de très petit.
En fait, dès qu'il y a des ordinateurs qui sont apparus avec 2 kilos de mémoire, bah, j'en avais un. Donc je suis un geek depuis tout le temps et en fait mon parcours a suivi un peu cette passion du code informatique et comment faire des choses à l'ordinateur. Donc petit, puis dans les grandes écoles, puis 5 ans dans le jeu vidéo, puis avec ma boîte qui était spécialiste de la photographie panoramique. Bah, quand on a ce genre de paysage, effectivement, c'est ça qui m'a inspiré à faire quelque chose qui a permis à des centaines de milliers de gens de faire des très beaux panoramas quand ils se baladaient, que ce soit en montagne ou dans la mer ou à Death Valley aux États-Unis par exemple. Donc ça c'était Autopano, hein, Ça c'était Autopano, voilà. Ouais. Ensuite c'est venu très naturellement Panotour, le logiciel de visite virtuelle. Oui. Ça produisait un demi-million de visites virtuelles par an, donc Ouais, magnifique. c'est quand même énorme. Et ensuite la vidéo à 360, et c'est ça qui ensuite j'ai basculé sur le rachat pour faire la vieille caméra 360 de GoPro. Voilà. Voilà. Quand il y a eu la folie, je dirais, de GoPro, c'était une effervescence totale. Oui. Et en fait, ils sont venus te voir parce que justement, ils avaient besoin d'assembler des images multiples et puis de créer en fait une vue globale. C'est ce qui a donné GoPro 360. C'est exactement ça. Le savoir-faire de mettre les choses ensemble, de plusieurs images ensemble, c'est pas un savoir-faire qui est... Dans la littérature, tout le monde dit ça fait depuis 20 ans que c'est résolu. En fait, c'est résolu avec des trucs et astuces qui n'ont jamais été publiés. Et c'est ça vraiment notre savoir-faire qu'on avait. On avait oui, c'est vrai, des brevets, mais surtout un savoir-faire de faire que ça ne se voit pas. Et encore aujourd'hui, quand je vois certains résultats de caméra 360, je me dis, putain, là, là, je vois encore les détails, là, on voit qu'il y a des erreurs, etc. Ça passe inaperçu pour le commun des mortels, c'est good enough. Ouais. Et pourtant, avec mon œil d'expert, ici, on n'y est pas encore. Donc, c'est ça, ils sont venus me chercher là-dessus, mais voilà, c'était... D'accord. Et alors, justement, est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi tu as choisi, parce que j'imagine que GoPro n'était pas le seul prétendant à vouloir acheter ta société, et pourquoi tu l'as choisi? Il me semble que c'était une question de valeur quand même, quelque part. C'est une question d'alignement. En fait, c'est toujours, qui êtes-vous? Déjà, GoPro en face. Alors nous, on était fans, toute l'équipe était fan de GoPro, donc on a regardé un peu ce qu'ils faisaient. Et un jour, ils ont débarqué, il y avait quasiment tout le board qui est débarqué ici, puis ils font une présentation de GoPro, ils présentent les valeurs de GoPro. Voilà, ils avaient 6 valeurs. Et c'était chouette, ah ouais, c'est cool. Puis ensuite, moi, je fais ma présentation à moi, et j'ai 4 valeurs. Et ces 4 valeurs étaient dans les 6 de GoPro. Là, il dit, il y a un premier truc, quoi. C'est bien. Et en fait, là, il y avait déjà quelque chose qui était intéressant, d'alignement. Deuxième alignement qui est venu, c'est quoi le projet? Non, mais on veut que vous soyez l'équipe qui fabriquait la GoPro 360, parce qu'on n'a pas la connaissance logicielle de faire ceci. Ils avaient de la R&D, ils avaient fait des trucs, mais ils l'avaient fait d'une façon qui était un peu plus académique et un peu moins pragmatique, je dirais. D'accord, et les résultats donc étaient moins bons que ce que toi tu pouvais leur proposer. C'était pas à la hauteur. C'était pas à la hauteur. C'était pas à la hauteur. Donc ils avaient toute la partie hardware, le hardware, matériel. Ils sont très bons, hein. Voilà. Ils sont très très bons. Logiciel, il reste même encore aujourd'hui, malheureusement, c'est pas leur... Je ne sais pas pourquoi ils n'investissent pas plus dans le logiciel. Ils devraient, quoi. D'accord. Parce que l'idée, c'est que l'image en 360, elle est produite directement sur le device ou il y a une post-production après? Alors, c'est très, très variable en fonction de la gamme. D'accord. Et à l'époque, c'était que en post-production parce que le processeur qui était dans la caméra... n'était pas capable de... il était trop peu puissant. Et si on lui faisait produire ceci, en fait, la batterie durait 10 secondes, quoi. Oui. En fait, c'est ceci, c'est une question de puissance de calcul. Donc, qu'est-ce qu'on fait de façon intelligente qui ne coûte pas beaucoup d'énergie dans la caméra versus ce qu'on fait lorsqu'on download, par exemple, les données. Et c'est peut-être le téléphone qui le fait ou l'ordinateur, etc. En fait, c'est l'art dans ce métier-là, surtout qu'on manipule des vidéos qui peuvent être assez grosses, quoi. C'est du 4K, du 6K, maintenant c'est du 8K par défaut, quoi. Du 8K, ça fait un paquet de pixels qu'il faut cruncher. Et donc, c'est un coût énergétique très fort. C'est une question de batterie, c'est une question de batterie à la fin. C'est essentiellement une question de batterie. En fait, c'est la batterie qui est l'élément actuellement limitant. Oui. Ouais, d'accord. Et alors, qu'est-ce que ça t'a apporté de travailler chez GoPro? Parce que je t'avais entendu parler de ce que ça t'avait apporté de travailler chez Infogrames, le fait de vraiment apprendre à coder. Peut-être tu peux en parler un petit peu. Tu peux peut-être en parler un petit peu. Puis après, sur la partie GoPro, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton parcours? Alors, je vais répondre aux deux. Donc, chez Infogrames, c'est vrai que je suis rentré dedans. Donc, j'étais développeur, puis lead développeur, je dirigeais l'équipe. Tu crois que tu sais coder. En fait, quand tu rentres dans le domaine, vraiment quand tu es au niveau du moteur
du moteur de jeux vidéo, il y a vraiment, mais putain, ils vont vraiment très 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 loin dans les éléments de langage, dans les façons de faire le debugging, etc., etc. On n'a pas le choix, c'est ultra exigeant. Et c'est ultra exigeant, c'est des temps ultra courts, donc il faut vraiment que tu sois extrêmement précis, mais pas pointilleux, et extrêmement rapide. De temps en temps, on prend des raccourcis qui sont horrible, mais extrêmement bon finalement, parce que ça te permet d'arriver. C'est un bon compromis en fait. C'est un excellent compromis. Donc infogramme et en fait. Ça t'a appris ça en fait. Ça m'a appris ceci. Juste à la bonne limite entre faire trop bien et faire pas assez bien. Ouais, c'est ça. Parce que t'as pas le choix, t'es contraint par le temps qui revient très vite. L'autre chose que j'ai appris là-bas qui était très bien, c'est que c'était des équipes ultra pluridisciplinaires. D'accord. Et tu ne sais pas travailler. Toi, en tant que développeur, tu discutes très bien avec tout un paquet d'ingénieurs qui sortent d'école d'ingénieurs aussi. Oui. Mais alors, quand tu discutes avec le directeur artistique, les musiciens, les animateurs, les codeurs scénaristiques, le project manager, le financier, etc., tout ça, c'est une équipe de 30 et on est tous dans la même galère. Et bien, l'art de bien communiquer à cette époque-là ou de faire les bonnes choses pour que tout le monde soit aligné, etc., ça, c'était une très bonne école pendant 5 ans de pouvoir, ça, il faut le faire, ça, il ne faut pas le faire, parce que du coup... D'accord. Parce que la mission d'un studio, c'est vraiment créer un jeu. Oui. Et donc, autour de tout ceci, il faut vraiment que tout le monde soit aligné au même truc. Quoi. Et de temps en temps, je me rappelle de conversations avec le directeur artistique. Ouais, alors on va faire ça. Alors, l'héroïne, elle va aller sur le cheval, elle va sauter, elle va monter sur la calèche, etc. En 30 secondes, il nous a rajouté 3 mois sur le planning de dev, impossible à faire son truc. Et c'était là l'art des compromis, exactement, de faire ceci. Donc ça, c'était sur Infogrames. Oui. Chez GoPro, l'excellence au point de vue hardware, ils sont vraiment très très bons. Il y a des choses que j'ai appris sur comment ils fabriquent leur caméra, comment ils la rendent industrialisable. Ils en produisent... pas 5 millions par an, c'est l'ordre de grandeur. Hein. Tu fais pas ça par hasard. C'est vraiment très très pointilleux sur la production du hardware. D'accord. Et j'ai appris ceci. J'ai appris aussi comment fonctionnent des boîtes américaines. Ils ont quelques reporting, voilà, les earnings, on appelle ça, et qui dominent quand même pas mal les décisions stratégiques. D'accord. Et donc ça, c'est un bon enseignement pour après. Je trouve que c'était intéressant. Ouais. Et en fait, j'ai aussi appris que j'ai beau être le petit qui a été racheté par le gros, en fait, pendant 6 mois, mon équipe me disait, mais on va demander à GoPro, ils savent. Et en fait, pas du tout. Pas toujours, ouais. Pas toujours. En fait, ils t'achètent parce que c'est à toi de leur donner des réponses qu'ils n'avaient pas. Et j'ai mis 6 mois à retourner l'équipe, pas pour leur faire comprendre, oui, non, mais j'ai demandé à GoPro, mais en fait, c'est à nous de prendre la décision. Ils nous font confiance à nous, ils nous ont racheté parce qu'ils nous font confiance. Et ça, c'est pas si facile ce regard inverse. Non, mais ils sont géniaux, c'est GoPro, toi, tu comprends, ils sont là sur le piédestal. C'est sûr. Il faut redescendre. Piédestal parce que c'est déjà une entreprise très visible avec beaucoup de social media, etc. Aussi parce que la valorisation boursière à l'époque était très élevée, ça a quand même pas mal baissé. Mais... Et ils ont, sur cette marque spécifiquement, ils ont un espèce de dualité qui est actuellement vraiment compliquée, c'est que la marque, elle est beaucoup plus forte que le nombre de personnes qui est dans la boîte. D'accord. En fait, il n'y en a pas beaucoup, il doit être 1100, 1200 personnes chez GoPro, quoi. C'est une toute petite boîte, et pourtant la marque, elle est ultra forte. À l'époque, en tout cas. Elle était au niveau d'un Coca-Cola où ils étaient 100 000, tu vois. Et ça, donc on leur prêtait des intentions qu'ils ne pouvaient jamais réaliser. Ah, oui. Il y avait une dissonance entre ce que le public pensait et la réalité du terrain. Exactement. Et ça, alors aujourd'hui, ils en souffrent moins de par la concurrence chinoise. Là, ils sont un peu en perte de vitesse, il faut bien l'avouer. Mais ils ont toujours eu ce sujet-là. Oui, je comprends, c'est sûr. Et alors... ce que je voudrais maintenant qu'on parle, c'est de l'humain, parce que c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur, et on le voit dans toutes les interviews, tu reparles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, garder l'humain au cœur des systèmes, à l'ère de l'IA, l'IA qui va devenir omniprésente? Et c'est de nouveau, c'est une question, alors, en particulier aujourd'hui que l'IA. Dans 3-4 ans, on aura dans notre poche Einstein, Newton, Kant, Heidegger, tout le monde, au niveau expert, dans ta poche, ça sera là. Donc la connaissance ne sera plus un débat. Par contre, c'est ce que tu vas décider d'en faire. Et c'est exactement ceci. Et c'est là, dans tous les systèmes qu'on met en place, en fait, tout ce qui est... ça va être l'intention. Et l'intention est forcément quelque chose qui est purement humaine. C'est vraiment ceci. J'ai envie de faire le bien, de sauver le monde de l'impact qu'aura le changement climatique, par exemple. Et ça, c'est le genre d'expérience que j'adore, c'est que tu demandes à ChatGPT aujourd'hui,
qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre le réchauffement climatique, les résultats sont parfaits. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et pourtant, ça n'existe pas. Ça ne se fait pas parce qu'il y a des freins à des tas d'endroits. Et bien, c'est vraiment ça. Ça va être toujours remettre dans les systèmes des moments de décision qui seront dictés par soit une mission, vision, valeur, soit par une interaction humaine qui va donner ceci. Aujourd'hui, l'humain n'est pas en danger contre l'IA. L'IA va être un outil beaucoup plus puissant que tous les autres qu'on avait connus avant, mais c'est un humain qui utilise l'IA qui va être si tu as peur de perdre ton job, c'est ça la réalité. C'est un autre humain qui utilisera l'IA mieux que toi. Tu peux pas lutter contre ceci. Quand tu as une boîte en face qui utilise l'IA qui est 30% plus efficace sur les marges ou n'importe quelle mesure que tu as grâce à l'IA, toi, il va falloir que tu t'adaptes aussi. Oui, d'accord. Donc c'est un bon programme. Alors pourquoi je vais revenir un peu de ton parcours. Pourquoi vouloir rester ici à Chambéry si tu peux un peu expliquer le cheminement, il me semble que tu as mené une réflexion après la vente à GoPro, qu'est-ce que tu allais faire, quel est ton why, ton pourquoi. Est-ce que tu peux un peu expliquer le cheminement? Alors, j'avais une croyance très jeune, j'avais pas envie d'aller sur Paris. Paris est une superbe ville, j'adore, c'est joli, mais comme dans Astérix lui dit très bien, pour visiter, je dis pas, mais alors pour y vivre, je sais pas. Je sais plus dans quel tome c'était, je suis fan d'Astérix, Uderzo et Goscinny. Et il l'avait déjà expliqué il y a 50 ans, ce truc-là. J'ai toujours eu cette croyance-là. Donc, oui, j'aurais pu avoir des belles opportunités de carrière là-bas, mais en fait, quand je vis dans un endroit qui est proche de la nature, etc., ça me nourrit. Oui. Ce que j'ai compris, en fait, après GoPro. Parce que j'ai passé pas mal de temps sur le développement personnel, où j'ai mesuré finalement qu'est-ce qui était important pour moi. Et j'ai 3 forces motrices qui sont extrêmement puissantes de mon côté. La première, c'est esthétique. Esthétique, j'aime le beau, le bon, le gourmand, le truc. Et ici, voilà, le beau, on le voit vraiment avec les montagnes, etc. Donc, il y a vraiment ce sujet-là qui est en premier. Oui. Je suis anti-traditionnaliste, donc dès qu'il y a une règle, je la contourne, qui est vraiment de l'autre côté. Il y a plein de gens, la police, c'est typiquement traditionnaliste, parce que tu as envie de faire respecter des règles qui existent, ça fait partie de ton métier. Anti-traditionnaliste, c'est lui qui va essayer de faire pas comme les autres. Surtout, tu veux peut-être respecter certaines règles qui ont du sens pour toi, mais... exactement. À partir du moment où une règle ne résonne pas en toi, ne paraît pas adaptée, à ce moment-là, tu vas te dire pourquoi il y a cette règle, est-ce que vraiment elle a une raison d'être, et tu vas chercher à la contourner. Et ça, c'est le deuxième. Et le troisième, c'est théorique. En mode érudit, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir comment ça fonctionne, etc. Et tu mets ces 3 forces ensemble, ça explique pourquoi j'ai créé Color, acheté par GoPro. Je manipule des pixels. Oui, c'est beau, c'est esthétique, c'est mignon. J'ai pas été salarié, j'ai créé ma boîte anti-traditionnaliste et j'étais au niveau d'excellence dans mon domaine, parce que théorique. Oui. En fait, ces 3 forces motrices ont expliqué une partie de mon parcours, mais ça, je l'ai compris après, pas pendant. Et tu disais aussi par rapport à ce côté, la compréhension au fond, tu parlais notamment des mathématiques, tu trouvais que c'était la meilleure science parce qu'elle avait le côté complètement exact, indiscutable. Alors ça, c'est quelque chose qui me fascine tout le temps, et je l'avais dit déjà dans le podcast avec Mathieu, c'est le seul domaine où on a un absolu. Il n'y a aucun autre domaine où il y a un absolu. C'est vrai à 99,9%. Et cette notion d'absolu, d'infini, d'exact de façon sûre, ce qu'on appelle les maths modernes, on pose 2 axiomes, qui sont des axiomes indémontrables, comme c'est des axiomes. Et à partir de ça, tu as tous les maths qui sont déduits. C'est juste une construction de l'esprit, et c'est le seul endroit où je connais cette construction d'esprit qui est absolue. Moi, ça me fascine. Bon, magnifique. Alors, maintenant, on va parler de ce que tu fais aujourd'hui. Voilà. Donc, on voit le pourquoi tu as construit, en fait, ce qui pouvait être, on va dire, la deuxième grande partie de ta carrière. Et donc, tu as choisi de partir dans 3 axes en même temps. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer Alors, effectivement. Alors, les 3 axes. Le premier axe, vous êtes dans mon bâtiment, ça s'appelle le Hub des Alpes. Le Hub des Alpes, je rêvais, quand j'ai créé ma boîte au départ, d'arriver à un endroit où j'ai un mentor qui puisse me guider, etc., dans la tech, et qui puisse m'enseigner tout ce qui n'est pas forcément mon cœur de métier, mais tout ce qui est autour. Voilà. Il y a plein de sujets connexes. Comment bien faire ta compta, comment bien faire ta stratégie de communication, comment bien parler avec les gens, etc. etc. On sous-estime souvent ça. Parce que c'est des points bloquants, en fait. Ça paraît comme des commodités, mais en fait, quand on est entrepreneur, en fait, on se heurte à ça. Il y a des personnes qui ne vont pas maîtriser la compta, la finance.
et parfois même le marketing ou d'autres. Et donc c'est ça que tu as créé. C'est exactement ceci. Et donc ce bâtiment, donc, on pourrait dire c'est un hôtel d'entreprise, mais non, ne vient pas qui veut ici. En fait, c'est moi qui ai plutôt allé chercher des experts dans leur domaine, dans tous ces sujets connexes qui tournent autour de l'entreprise, je dirais. Pas le cœur du métier. Le cœur du métier, c'est vraiment le sujet du start-upper, de l'entrepreneur de le faire, mais tout ce qui est à côté. Donc, communication interpersonnelle, audit financier, contrôleur de gestion, avocat d'affaires, spécialiste des ESS, etc., etc., product owner, voilà, l'art d'interroger les gens pour savoir le produit vraiment qu'il faut que tu fasses, non pas celui qui est dans ta tête, qui est toujours un peu le mauvais. Exactement. Et bien ça, je les ai attirés. Et dans un lieu avec un partage de valeurs fortes, et on s'auto-forme avec tous ces experts-là. Donc là, on est 22 personnes morales. D'accord. Et c'est un cercle vertueux de fou. Même moi, j'ai progressé à un niveau de fou sur des tas de sujets, quoi. D'accord. Donc toi, tu es aussi, quelque part, avec tes autres activités, tu es client, en fait. J'utilise ce truc-là. Donc, on est tous dans le bâtiment. Et là, ce qu'on voit depuis 2 années, ce qui est en train de se passer aussi, c'est que comme on est tous des experts qui travaillons aussi pour des boîtes extérieures, de la start-up au grand groupe, et très souvent, on dit « Ah j'ai vu, ils ont ça aussi, j'ai vu qu'il y a ça, j'ai vu qu'il y a ceci. Allez, on travaille ensemble et on y va ensemble et on fait des propositions commerciales à plusieurs boîtes vers la même... Voilà. Et ça, c'est le Hub des Alpes, c'est vraiment magnifique, ça fonctionne très très bien. Et il va y avoir, voilà, je cite parmi les réussites, ces 2 dernières années, on a les events du Hub. Donc les events du Hub, des experts extérieurs qui viennent picher dans la grande salle derrière nous d'ailleurs, et qui permettent de faire, voilà, on a eu... propriété intellectuelle, qu'est-ce qu'on en fait? On a eu le leadership avec Delphine Zanelli, on a eu l'effondrement avec 2 chercheurs de l'INRIA qui vont t'expliquer pourquoi c'est inévitable et qu'il n'y a pas de solution. C'est très bien, belle soirée. Mais en fait, il y a des alternatives. Et en fait, j'avais envie de redonner au territoire, en fait, les bonnes informations, pas celles qui sont sur les news, parce que le but c'est de faire de l'émotion, pas donner de l'information, mais le temps profond de la discussion et le partage avec l'écosystème. Donc les événements du Hub marchent très bien. Deuxième activité que j'ai faite, avec Julien Coulon, entre autres, OVNI, fonds d'investissement. Et justement, OVNI, le nom est génial parce qu'on est des ovnis parmi les fonds d'investissement et on investit en early stage dans la deep tech. La deep tech, c'est des technologies très profondes qui ont pris beaucoup de temps à être créées, qui sont capables de changer un secteur complet. Et donc, on est assez unique dans le paysage français de l'investissement parce qu'on est early et deep tech, qui est très antinomique. Deep tech, comment est-ce qu'on peut évaluer que cette technologie, elle va vraiment changer quelque chose? Et early, t'as pas de 3 bilans, donc t'en sais rien ce que ça va donner. Il va falloir un peu le nez creux. Et c'est pour ça qu'on est quand même assez pointu là-dessus, parce qu'on est des entrepreneurs et pas des financiers. Oui, donc, c'est important. C'est important ce regard d'entrepreneur en tant qu'investisseur, parce que souvent les purs financiers vont regarder que les chiffres et sont complètement aveuglés s'il n'y a pas d'historique valable. Et donc c'est bien d'avoir fait ça avec Julien et d'autres. Il y a Arnaud, Didier, Danae, Mathieu, etc. C'est bien. Et clip. Et donc le troisième, c'est donc. Et le troisième, Pixfield, c'est mon métier passion, de nouveau avec des pixels. Donc Pixfield qui veut dire le champ des pixels, un peu comme le champ de fleurs, le champ des pixels. Et nous, on a décidé, c'est des anciens de Color GoPro, on a décidé de faire un double business model. 2 choses. On fait du service en tant que SNE, voilà, spécialisé dans ce domaine-là. Donc, il y a des clients qui viennent nous voir, qui fabriquent des robots, ils ont besoin d'avoir comment le robot navigue. Donc, on leur vend de la JH, de la journée homme, pour pouvoir faire ceci. Ça, c'est 50% de notre métier, de notre temps. Métier. Et l'autre 50% de notre temps, c'est qu'on s'amuse à faire notre propre tech, revenir un peu dans les choses avec le nouveau goût du jour, etc. C'est ce que tu m'as montré, notamment. C'est ce que je t'ai montré. Tu refais autopanneau avec les nouvelles technologies, avec le fait qu'on peut prendre en photo, par exemple, pour expliquer aux auditeurs. Vous avez, par exemple, vous êtes dans un espace un peu exigu, vous avez un panneau blanc et vous voulez faire une photo de ce panneau qui soit bien recadré, etc. Vous prenez l'application qui m'a montré. C'est Panamax. Panamax. Vous pouvez juste filmer en fait le panneau et ça vous fait une vue vraiment parfaitement rectangulaire. Voilà,
Ça fait parmi, là, dans les quelques frustrations que j'avais, la première frustration, c'était en haut de la montagne, ça a donné autopanneau. On n'est pas à l'abri que ça revienne de nouveau, mais cette fois-ci, sur les périphériques d'aujourd'hui, les téléphones, parce que c'est ça qui permet de capturer tout. La Panamax, c'était la capture d'une surface 2D grande résolution, quand tu n'as pas de recul, etc. Il y a plein d'endroits, on a vu ceci, et il commence à avoir des cas d'usage plutôt intéressants. Donc voilà, ça c'est gratuit, c'est sur le... Et on teste, voilà. Voilà, parfaitement. Alors maintenant, tu nous as expliqué en fait pourquoi, ce que tu avais choisi comme voie pour ta deuxième partie. Ensuite, tu nous as expliqué tes 3 activités. Et moi, j'aimerais qu'on revienne sur l'ancrage géographique, parce que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant de voir que la tech, c'est pas que à Paris, c'est pas que à San Francisco, c'est aussi dans les territoires. Et donc, qu'est-ce que tu aurais à dire sur l'implantation des pépites en IA un peu partout en France, dans les régions? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Est-ce que tu penses que c'est suffisamment développé? Est-ce que peut-être les pouvoirs publics devraient pousser, etc. On parlait tout à l'heure, en préparant l'interview du Canada, où ils ont vraiment réussi à créer, en fait, d'attirer des talents autour de jeux vidéo. Qu'est-ce que tu en penses? Quelle serait pour toi une bonne démarche à faire? Alors, je trouve que finalement, en France, on n'est déjà pas mauvais. Tu vois. Tant mieux. Le gouvernement a fait... Enfin, le gouvernement, que ce soit celui présent ou passé, je suis apolitique, je tiens à le préciser tout de suite. Mais ils ont fait beaucoup de belles choses. Le CIR, le Crédit Impôt Recherche, est quand même un dispositif très puissant qui permet d'aider à faire de l'innovation où qu'on soit dans le territoire. Tu vois. Ensuite, la puissance autour de l'IA, il y a un des groupes qu'il faut citer, c'est l'INRIA, qui est le centre de recherche. Ils font beaucoup d'IA, ils ne font pas que ça, mais ils font beaucoup d'IA aussi. Eux, ils s'avèrent qu'ils sont déjà... Il y a Sophia Antipolis, sud de la France, tu as Rocancourt, sud de Paris, tu as Lauria, tu as INRIALP, tu en as un qui est à Rennes que je connais le moins, mais peut-être encore ailleurs. C'est l'excellence de la recherche en informatique française. Qui est bien déjà distribuée un peu partout. Qui est bien déjà distribuée partout. Et quand on voit ce que ça donne en fait en région, ici, l'INRIALP qui est la plus proche, il y a plein de petites boîtes avec des chercheurs qui venaient de là-bas, qui sont créés ici, etc. Et c'est pas pour... Et ça explique déjà la richesse de ce qu'on a. On a l'excellence. Un des trucs, c'est une croyance. Je n'ai pas vraiment de data pour le prouver, mais la croyance que j'ai, c'est qu'on a l'excellence des centres de recherche pointus et des écoles d'ingénieurs françaises qui sont quand même très très bonnes. Voilà. Ça a permis de faire des très bons ingénieurs. Et en France, on est aussi très bon, je dirais, dans l'art et tout ce qui est autour. Le culturel en général, avec plein de lois qui ont fait ceci, c'est un des seuls endroits au monde où on a cette dichotomie double qui permet ensuite de faire des super produits. C'est l'alliage en fait de la partie technologique et de la partie un peu sensibilité artistique, créative, etc. Voilà, et on fait les choses, c'est plutôt très très bien. Alors, ensuite, on peut toujours aller, manque ce dispositif qui manque, etc., etc. Jeune entreprise innovante, c'est une vraie belle chose qu'on a. Alors c'est un peu remis en question avec les lois actuelles, mais ça reste très très bon, quoi. Tout ceci est fait pour pouvoir permettre à des jeunes pousses de faire des choses. Ce qu'on ne sait pas faire par contre en France, et là c'est plus un problème culturel d'éducation, on n'y connaît rien en économie. Voilà. On est trop mauvais. À un moment donné, si on avait en plus, on a le côté art, on a le côté ingénieur et on aurait le côté business, on serait le roi du monde, c'est évident, quoi. Et justement, ça me fait une magnifique transition sur la question suivante qui est par rapport aux jeunes, comment on fait pour imaginons, on est jeune aujourd'hui, on a peut-être 18, 20, 25 ans, comment on fait pour vraiment profiter de l'IA, pour s'y préparer, c'est-à-dire pas seulement vivre correctement de son travail, mais comment on peut profiter de l'IA comme une sorte d'accélérateur. Quelle serait la démarche pour toi, pour les jeunes aujourd'hui? Un jeune d'aujourd'hui, s'il ne l'utilise pas, c'est déjà no-go. Utilise, teste sur tout, mais vraiment sur tous les sujets. Oui, faire les choses obligatoires qu'on te demande à l'école, mais à la limite, c'est pas ça qui est important. Tiens, il faut qu'on t'a demandé, je sais pas, de nettoyer ta terrasse. J'ai fait le test. Tu prends une photo de ta terrasse, tu as une tâche que je connaissais pas, je demande à ChatGPT comment je traite cette tâche-là, tu vois, sur du grès cérame. Je disais quel était le matériau, quoi. Et ben, il me trouve des réponses très pertinentes, quoi. Et en fait, c'est ceci, test. Et à un moment donné, tu verras, putain, dans ce truc-là, l'IA me donne des réponses bien plus pertinentes que ce que je trouve sur le marché, de toute façon.
et ben là, tu as une opportunité pour créer ta boîte et vas-y, quoi. Mais c'est le test. Toi, tu conseillerais plutôt d'aller très très vite vers créer sa boîte plutôt que de faire des études longues. Est-ce que les études d'ingénieur aujourd'hui ont encore un sens ou c'est... Alors, ça dépend à quel niveau tu vas te mettre. En fait, quelqu'un qui est débrouillard, qui peut coder très vite un petit truc, ou même qui utilise des outils de code à ta place, quoi, Lovable, Cursor, il y en a tout un paquet qui existe maintenant, Copilot, tu arrives déjà à faire ceci. En fait, dans la boîte, tu as toujours ces trois dimensions. Tu as la désirabilité, est-ce qu'il y a un marché pour ceci, est-ce que les gens en ont envie. Tu as la faisabilité. La faisabilité, il s'avère maintenant, l'IA va permettre de le faire diminuer énormément les coûts là-bas. Et tu as la viabilité, qui a un côté économique. Et bien, c'est ça. C'est vraiment ce triptyque-là qu'il faut absolument maîtriser. C'est le truc le plus important. Tous les jeunes, s'ils comprennent ce triptyque-là, quels sont les channels de distribution, c'est ce qu'on appelle le Business Lean Canva, qui est un petit référentiel, qui est très très bien. Teste là-dessus, et ensuite tu feras des Business Lean Canva qui seront plus régénératifs, où ça prendra en plus l'écologie et l'impact social dedans. C'est très intéressant, mais commence par le petit. C'est ça. Faites ceci, ça c'est obligatoire. Ok, entendu. Et donc, maintenant pour les entreprises qui ne sont pas dans la technologie aujourd'hui, on va dire des entreprises traditionnelles ou qui sont à low-tech ou no-tech, comment, selon toi, elles doivent embrasser l'IA pour se développer? Est-ce qu'elles peuvent s'en affranchir ou au contraire, il faut absolument qu'elles... Alors, je ne connais pas de gros secteurs qui ne vont pas être impactés, ne serait-ce qu'un peu par l'IA. Tout le monde va pouvoir l'utiliser, ne serait-ce que... il y a de l'IA partout pour faire tes comptes, tu vois. Le fait que tu prennes une photo avec ton téléphone pour faire ta fiche de notes, et tu as la reconnaissance directement de la note de la TVA, etc., c'est de l'IA derrière qui tourne, ils le savent peut-être même pas. C'est pas pour autant qu'eux devront créer leur propre IA chez eux. Ils seront utilisateurs, et ça c'est une question que je pose souvent dans les conférences, c'est avez-vous déjà interagi avec une IA? Puis il y en a qui me disent non. Et en fait, je leur prouve qu'à plein d'endroits, c'est déjà le cas. Et c'est déjà trop tard. C'est pas grave. Et du coup, il faut vraiment se poser la question. C'est quoi mon cœur de métier? Je suis ébéniste, par exemple. Je prends ébéniste. Et j'aurai peut-être des outils qui seront optimisés IA, qui vont me permettre, par exemple, de moins perdre de matériaux lorsque je découpe une planche, tu vois, etc. D'optimiser la découpe pour... Optimiser la découpe, etc. Ou d'avoir des visuels plus réalistes pour pouvoir prévendre plus facilement, etc. Il y a plein d'endroits où ça peut arriver, quoi. On pourrait imaginer, par exemple, qu'il prend les photos d'un appartement chez un client et il va pouvoir en live incruster dedans pour lui montrer à quoi ça ressemblerait après les travaux. Exactement, directement. Et ça, c'est un truc, quand le client, tu lui montres ça, mais en fait, tu arrives à projeter le client. Quand tu projettes le client vers quelque chose de visuel, tout de suite, le client signe. Donc donc voilà, ébéniste, très simple, c'est un métier, effectivement, qui va prendre. Pourtant, c'est un cas où le robot, on pourrait imaginer, ça va être transformé par les robots. Non, l'interaction avec le monde physique, l'homme est beaucoup mieux équipé actuellement que les robots. Il n'y a que certains secteurs, comme l'automobile, où on a montré que ça marche quand même pas super bien non plus, quand on a essayé de complètement automatiser. Ça va être une collaboration entre le robot et ceci, mais ça va prendre, c'est dans 10, 15, 20 ans, pas aujourd'hui. Ok, très bien. Alors j'aime bien une des citations que tu cites souvent, c'est John Lennon qui dit la vie, c'est ce qui vous arrive quand vous aviez planifié autre chose. Donc en fait, ça relève en fait la question de l'incertitude face à ce monde en constante mutation et qui s'accélère. Est-ce que tu peux un peu... Quelle est l'attitude à adopter selon toi, justement, par rapport à cette incertitude de l'avenir avec l'IA? En fait, il ne faut pas... C'est incertain. Mais c'est sûr. Donc il faut être antifragile et je dirais agile. C'est les deux nouvelles propriétés qui sont intéressantes qu'il faut que tu acquières toi, personne physique ou toi, personne morale. Antifragile, c'est-à-dire, il y a une IA qui fait mon métier beaucoup plus rapidement que d'autres, qu'avant. Qu'est-ce que je fais? Il faut déjà que tu aies ton plan d'après. Lui, s'il y a ceci, je vais l'utiliser aussi. Du coup, avec mon expérience, je vais aller plus loin, je serai encore plus fort. De nouveau, n'oublions pas, ce n'est pas toi qui va être remplacé par une IA, c'est toi qui va être remplacé par un autre humain qui utilise intelligemment une IA. Donc, c'est vraiment ceci. Ça, c'est le côté agile. Antifragile, c'est vraiment, il va plein de choses qui nous tombent dessus, quoi. Le Covid nous est tombé dessus, on l'a vu du jour au lendemain, ça a été catastrophique. Et pourtant, ça a été une des opportunités de fou. Tiens, enfin, on remet de la culture d'entreprise sur les sociétés
traditionnelle où c'était obligé de venir au boulot et on a réussi à très bien travailler en remote aussi, quoi. Et ben c'est ça, tu es devenu un peu plus antifragile à ce sujet-là. L'IA, ça va arriver. Donc teste, utilise, learn et sois prêt à aller plus loin à un moment donné. Et le conseil que je donne ici pour bien le faire, c'est que voilà, tu as 40 heures dans une semaine, dédie 2 heures à juste faire de test and learn, expérimenter des nouveaux expérimenter ce que j'appelle amélioration continue. Tu vois. Amélioration continue de tes processus. Pas faire tes processus, pas appliquer tes processus, mais les améliorer. Et bah, du coup, tu travailles 38 heures et pendant ces 2 heures, tu fais autre chose. Et bah, fais un petit calcul. Si pendant ces 2 heures-là, tu t'améliores de 5%, c'est pas beaucoup 5%. Hein. En combien de semaines c'est rentable ce truc-là? Oui, parce que c'est une amélioration qui s'accentue en fait. Et qui s'accentue. Oui. C'est 5%, la semaine suivante, tu les as sur les 38 heures. Et ben en 2 semaines, c'est rentable. Voilà, maintenant on va parler d'éthique. Et c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Alors c'est vraiment assez vaste. Il y a d'abord à quoi sert l'IA, comment on doit l'utiliser, comment on ne doit pas l'utiliser. Tu vas peut-être nous donner des exemples de ça. Et puis aussi comment on reste en contrôle, en maîtrise de ses propres données et comment on utilise des outils sans tout sacrifier sur l'autel de la technologie. Dans une interview, tu parlais notamment du fait qu'on peut simplement scanner un visage, même en vidéo, et détecter avec je dirais, les pulsations du sang, etc. On arrive à détecter en fait des sentiments, ce à quoi les gens pensent. Tu parles aussi des IRM, comment utiliser l'IRM pour essayer de comprendre. Et même si tu peux raconter aussi, tu parlais de l'oreille, en fait, on peut voilà. Alors, dans les présentations que je fais de l'IA, en fait, je regarde les cas d'usage possibles. C'est pas à moi de juger est-ce que c'est bien ou pas bien de l'utiliser. Par contre, l'IA rend certaines nouvelles choses possibles. Et moi, mon but est juste de sensibiliser pour que d'autres, le droit par exemple, décide la ligne jaune, elle est ici, par exemple. C'est pas mon rôle ici. Par contre, c'est mon rôle de dire là, il y a un cas, est-ce qu'on a franchi ou pas, tu vois. Et donc tu peux aussi alerter sur les risques qui sont reliés au cas d'usage, parce qu'un nouveau cas d'usage dit peut-être pas assez de recul, pas assez de visibilité, et tout le monde ne pense pas à ce qui pourrait se passer. Exactement. En fait, je force un peu en illustrant aux gens de se projeter dans l'avenir. L'avenir, c'est ceci. Est-ce que vous avez envie d'en faire partie ou pas? Et est-ce qu'à un moment donné, il faut légiférer sur ce genre de truc-là? Et un des exemples que j'aime beaucoup, c'est ces fameuses recherches. Une IA, c'est quoi? Tu as des données d'entraînement, puis ça va te donner une sortie. Et le cas que je prends souvent, c'est ce fameux IRM fonctionnel. Donc, on met une personne dans un IRM fonctionnel avec un écran. Donc, et la personne regarde cet écran avec des images qui sont affichées dessus. Qu'est-ce que fait l'IRM fonctionnel? Il va mesurer ses ondes par rapport aux images vues. Ok? Une IA apprend ceci, elle peut corréler ça ensemble. On vire l'écran, laisse la personne dans l'IRM fonctionnel et la personne pense à quelque chose. Et l'ordinateur à côté recrée l'image que la personne a dans sa tête, parce qu'elle mesure toujours les ondes, et elle les a appris. Il y a la même empreinte dans les signaux. Exactement, même empreinte, etc. Et quand on voit les résultats que sortent ceux-ci, alors on dit, je peux penser à n'importe quoi. Imagine, dans un contexte d'un meurtre, on met l'accusé, l'innocent, dans le truc, on dit, pense à cette soirée-là, et là, on voit se dérouler la scène telle que lui l'a vue, ou comment il la pense, tu vois. C'est la télépathie, une sorte de télépathie. En fait, tu lis vraiment les pensées, tu lis dans le cerveau, quoi. Et là, il y a pas mal d'études qui ont été faites autour de ceci. Ça reste encore assez compliqué, parce qu'actuellement, il y a le DRM fonctionnel, c'est quand même un gros truc à 3 millions, quoi. Dans les derniers papiers des 2 dernières années, on commence à savoir faire ça avec un électrocardiogramme. Donc les espèces de casques qu'on met, où de temps en temps il y a le domaine du jeu, où avec le casque tu penses, va devant, il avance, il recule, il y a un peu d'entraînement, c'est compliqué. Mais imagine, je te mets juste un casque et j'arrive à lire tes pensées. Est-ce que c'est une ligne jaune ou pas? Et il y a un contexte, évidemment, tout ce qui est espionnage, etc., militaire, on se pose des questions. Tu as le contexte des pauvres personnes qui sont en syndrome de lockdown, qui actuellement communiquaient juste avec les clignements des yeux. Le clignement des yeux, etc. Et eux, je pense que ça leur change la vie. Mais voilà, à quel moment il faut décider c'est OK, c'est pas OK. Ça, c'est le genre de cas qui sont... L'autre exemple que tu donnais, qui est un simple exemple qui illustre la corrélation, les gens se sont toujours posé la question, est-ce que...
La tête, elle est unique. Oui. La face, on le sait. Mais est-ce que mon oreille est unique? Donc, on a pris simplement des paires de tête et d'oreille de la même personne et on a appris est-ce qu'il y a une corrélation. Toi, tu n'es pas capable de dire est-ce que cette oreille est pointue, dans ce cas-là, tu as telle tête. Par contre, l'IA est tellement bonne que ça, elle peut l'apprendre. Ben maintenant, on peut reconstituer avec une photo d'oreille ta tête que tu as toi. C'est magnifique. Et alors, donc, est-ce que ces réflexions ou ces comités d'éthique autour de l'IA, est-ce que pour toi ils sont utiles ou est-ce qu'ils sont plutôt un frein à l'innovation ou est-ce que c'est un peu entre les deux? Alors, je ne considère pas ça comme un frein. En fait, je considère que c'est quelque chose qui est essentiel. Parce que résoudre le vrai problème au sens de ta mission et tes valeurs au départ, ça t'oblige aussi à regarder ce côté-là. Et un des exemples, dans une des interviews que j'ai données, c'était le comité d'éthique qui est dans une boîte française qui est plutôt très bonne, qui s'appelle 22, qui est spécialiste de l'analyse des vidéos, des caméras de vidéo. Et ils avaient le sujet de leur client, c'est la SNCF, ils disent détectez-moi les gens qui s'assiedent. Et le comité d'éthique, les gens qui s'assiedent, c'est un truc, et il n'y a pas assez de sièges, est-ce qu'on rajoute des sièges, etc. Et non, il y avait forcément un sujet qui risquait d'arriver, c'est qu'on détectait plus probablement les mendiants ou ceux qui faisaient la manche dans les gares que les autres parce qu'ils étaient assis régulièrement, etc. Mais le comité d'éthique a dit non. Technologiquement, c'était faisable. Le comité d'éthique a dit non. On ne fait pas et c'est OK. Et ça, c'est les choses qui vont bien. Il y a plein d'autres choses à faire aussi. Pas besoin d'aller tout le temps sur ce genre. Voilà. Un truc qui marche, c'est quand c'est fait comme ceci, au bon endroit, quoi. D'accord. Et alors, sur le sujet de l'éthique et de la confidentialité des données, il y a vraiment un sujet, comment on fait pour utiliser l'IA en se protégeant en fait je pense toi et moi on est assez d'accord sur le fait qu'aujourd'hui c'est un peu les courses à l'armement pour essayer de capter un maximum de données parce que c'est un peu l'or d'aujourd'hui, c'est de récupérer un maximum de données. Et comment on fait pour se protéger ça en tant qu'entreprise? Oui. Alors, faut comprendre d'abord d'où ça vient. C'est pour pouvoir entraîner un très bon réseau, en fait, il faut avoir de la data. Et tous les gros, tous les GAFAM ont pompé à peu près tout ce qui était pompable de Wikipédia, les livres, les machins. J'ai fait un calcul récemment, ChatGPT 4, c'était 10 millions de livres lus. Moi, dans ma vie, j'en ai peut-être lu 1000, 1500. Je suis un lecteur plutôt correct, mais pas énorme non plus. 10 millions, voilà. Et ils ont capté tout ce qui était captable là-bas, c'est fini. Le web, ils l'ont capté. Qu'est-ce qu'ils font derrière, etc. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un plateau, en fait. En fait, ils sont arrivés à un plateau, et tout le monde est en train de dire, j'ai plus de la donnée de qualité maintenant disponible gratuitement. Donc, où est-ce qu'elle est encore dispo? Dans les entreprises, c'est pour ça qu'ils prennent tout ceci, etc. Et qu'ils prennent, et je vais encore aller capter là-bas. L'autre grosse tendance, c'est que on a beaucoup de données, comment on fait des datasets maintenant de meilleure qualité pour que l'IA augmente, ou comment je crée from scratch, des datasets d'entraînement, mais générés. Tu veux dire des datasets qui sont plus qualitatifs, peut-être moins quantitatifs, et qui sont créés par rapport à des besoins business Exactement. Voilà. D'accord. Et ça, c'est vachement important. Voilà, il y a le vrai débat autour du dataset, et ça, c'est très important. Et la grosse tendance pour faire un très bon dataset, c'est peut-être 20% de cas réels, vrais, et 80% de générés. C'est-à-dire, tu as créé des codes pour pouvoir générer, pour ensuite entraîner. Il y a pas mal dans le domaine où je suis, il y a des datasets assez pointus, où ils ont généré, je sais pas, des millions d'heures de vidéos très pointues, où ils ont créé ce qu'on appelle le grand tous. La vérité terrain, c'est ceci, pour qu'ensuite ils puissent entraîner des IA encore bien meilleurs. Donc ça, c'est une vraie tendance. Ensuite, qu'est-ce que tu fais, toi, cette fois-ci, pour éviter que maintenant les gros capturent toutes les données de ton entreprise ou même perso? Très pragmatiquement, la plupart des IA, maintenant, tu peux les exécuter en local sur ton ordi. Tu n'es pas obligé d'avoir ChatGPT connecté sur le cloud. Il y a des outils qui permettent de prendre des modèles chinois, des modèles français Mistral que j'adore. Bravo Mistral, vous faites du super boulot. Donc tu citais notamment, toi tu utilisais LM Studio. LM Studio, qui est un outil qui s'installe sur Mac, sous Windows, sous Linux. Tu choisis le modèle que tu veux, tu le mets en local, tu chattes en local, ça reste chez toi. Pour les auditeurs, on vous mettra un lien. Moi, j'ai fait une vidéo où j'explique justement les différents outils qui permettent d'exécuter en local des LLM. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Donc ça, c'est ça que tu recommandes en fait. Moi, je recommande ceci et même en déploiement, je dirais en entreprise, tu as moyen de faire un serveur qui est en local, qui a un équivalent d'LM Studio, c'est pas forcément celui-là qu'on va prendre, qui permet d'exposer un chat de façon privacy by design. Ouais. Les données restent en local. D'accord. Et donc, sur la partie des
Donc ça, c'est si on veut l'héberger dans sa propre entreprise. Et quelles sont, d'après toi, les autres solutions si on veut l'héberger ailleurs, mais dans des bonnes conditions, c'est-à-dire... Oui. De nouveau, c'est ton périmètre de ton système d'information qu'il faut absolument englober. Il n'y a rien qui doit sortir de ce périmètre-là. Donc les données doivent être en local. En général, on parle de data lake. Et sur ce data lake, c'est toutes tes datas. On va faire tourner des IA, mais qui restent en local dans ton environnement protégé. Il y a des petits serveurs spécialisés IA, voilà, il y a le NVIDIA Spark, on espère tous mettre la main dessus parce que c'est une grosse bête de calcul. Oui, j'en ai parlé aussi sur la chaîne, c'est vrai que c'est un peu un pavé dans la mort parce que ça fait baisser drastiquement le prix, on parle peut-être $3 000 le serveur complet, avec une puissance quand même très forte, on peut mettre des très gros modèles de langage. Alors ça se fait actuellement aussi très bien avec... certains autres outils, on prend deux Mac Mini M4 Pro, on les met ensemble, on les connecte et tu arrives à faire tourner des modèles à 650 milliards de paramètres sur ce genre de périphérique aussi en local. Oui. C'est pas Nvidia d'un autre côté, mais ils font du bon boulot parce que voilà. Donc il y a des alternatives. Il y a des alternatives aussi et ça on sait le faire. Il y a AMD aussi qui sort des belles puces. Ouais. En fait, tout le monde se base sur la puce actuellement parce que la puce. Avant il y avait la puce. Il y a toujours deux types de puces dans l'IA. Il y a les puces qui vont permettre de faire l'entraînement. Et là, actuellement, il y a quand même encore un peu un espèce de monopole de NVIDIA. C'est le fameux H100, H200, H800 qui est une version toute pourrie du H100 pour le marché chinois. Voilà, pour l'entraînement, il y a ça. Il y en a d'autres qui arrivent, mais ce n'est pas encore à la hauteur. Intel, ils avaient des belles puces que j'ai un peu testées, mais ils n'y sont pas encore. Et ensuite, tu as l'inférence. Et l'inférence, j'exécute juste, j'entraîne pas. Et là, il y a plein de choses qui sont en train d'être faites. Et là, il y a une course qui est vraiment très intéressante. C'est la course à avoir des modèles. C'est pas plus gros, ça c'est fini. C'est plutôt à taille constante, meilleure qualité. Et peut-être un peu spécialisé aussi en fonction des usages. J'ai l'impression qu'il y a... Il y a ça aussi qui arrive. À chaque usage, une spécialisation possible, donc un modèle un peu plus petit. Quand on voit les releases de Llama, de Meta, j'aime beaucoup leur approche Meta avec Yann Lequin de... Je mets tout open source, je documente, etc. Ils étaient course aux armements jusqu'à Llama 3.1, puis 3.2, ils avaient fait, ils sont passés de 70 milliards à je crois, 3 milliards, 2 milliards, et ils ont divisé par 35 la taille, 35, donc 35 fois moins énergivore, c'est bien comme ça qu'il faut comprendre, pour perdre, je sais pas, 40% de qualité. C'est quoi 40% de qualité alors que tu étais déjà très très haut, tu vois. Et c'est vraiment ça qui est intéressant. C'est qu'avant on était la course aux armements et puis maintenant on a la course à la qualité. Et qualité veut dire souvent petit parce que le combat que font tous les grands là-dessus, et c'est très très clair, eux ils veulent que ça tourne en local sur le téléphone. Le GitHub d'Apple pour ceci est une vraie mine d'or. Quand on voit les réseaux qui réussissent à faire tourner sur une empreinte écologique aussi faible, ils vont vraiment sur ce combat-là. Je veux que ça soit petit, que ça tourne en local sur la puce sans, de nouveau, cette notion, je tape dans la batterie, quoi. Trop. Exactement. Et donc l'idée, c'est qu'on va avoir effectivement toute la partie cloud avec Google, OpenAI, etc. Ensuite, on va avoir peut-être des data centers assez gros, mais qui ne sont pas centralisés par une société. C'est un peu l'investissement de la France avec les 109 milliards. Ensuite, on va avoir des plus petits serveurs, plus petits data centers, notamment en France, on a un Polycloud qui met un data center dans un container qu'on peut transporter. Et puis ensuite, il y a les ordinateurs, comme tu dis, le DGS Spark. Il y a aussi les appareils mobiles, c'est-à-dire les ordinateurs portables et les téléphones. Et donc, il y aura beaucoup de solutions pour justement être indépendant. Merci beaucoup pour ces points. Alors, on a vu que tu t'intéresses beaucoup à l'écosystème des entrepreneurs, tu fais aussi un peu de mentoring, etc. Et donc, c'est quoi ton appel pour inspirer les entrepreneurs à continuer à entreprendre, à peut-être se lancer pour ceux qui ne sont pas en entreprise, et comment ils peuvent tirer parti de l'IA pour aller encore plus loin? Alors, l'entrepreneur, la première chose, si j'avais à lui donner un enseignement, commence par le Business Lean Canva. Il faut que tu sois un très bon systématicien. C'est-à-dire la systémique de ton écosystème, il va falloir que tu fasses un peu de tout au départ. Donc un peu comprendre ton client, un peu comprendre ses problèmes. Quels sont les points, les vrais freins dans ces trucs-là? Qu'est-ce qu'il faudra le prendre? Et là, l'IA, quand tu demandes à ChatGPT, la systémique, c'est quelque chose qu'il connaît le mieux. Il est bien meilleur systématicien que n'importe quel expert que je connaisse dans ce domaine-là. Parce que comme il a vu
10 millions de livres, en fait, il a lu 10 millions de fois des contextes différents, des façons différentes. Et donc, il a fallu qu'il organise tout ceci en les grandes fonctions humaines dans les différentes catégories. L'entreprise en est une. De la finance au support client, au marketing, à la com, à la marque employeur, au côté RSE environnemental, il le maîtrise très très bien. Et donc, l'utiliser là-dessus pour apprendre le business lean Canva, à chaque fois, il me sort des réponses. Je dis, putain, il est bon. Mais il est bon pourquoi ? Parce qu'il a vu ça dans l'environnement, moi, de petits entrepreneurs français, mais aussi japonais, américains, sud-américains et Guatemala inclus aussi. Tu vois, c'est ça la réalité. Donc, la systémique, il le comprend vraiment très bien. Donc, vraiment, étudiez ceci, faites des tas de tests, sortez au marché le samedi matin pour aller chercher vos légumes et essayez de vendre quelque chose à quelqu'un. C'est comme ça que tu apprendras vraiment à faire des choses. Et l'IA, ne serait-ce que pour savoir à quel endroit il va falloir t'améliorer. Moi, je crois que les belles boîtes, il ne faut pas améliorer 15 trucs. Tu as les 10 dimensions des boîtes qu'il faut à ce moment-là. Et il y en a une où tu vas avoir une unicité. Elle, tu vas vraiment être innovant. Tu vas être créateur. Tu vas être original. Ce que l'IA pourra pour l'instant pas être. Elle ne peut pas être originale. Tu es original là et tous les autres, tu utilises l'IA pour être aussi bien que les autres. Mais ton marketing et ta com viendront de cette originalité, de ton unicité. Quand tu es unique, il faut trouver son unicité. Et c'est toujours ça. C'est un chemin pour trouver l'unicité. C'est ça. Et alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'IA aujourd'hui qui t'inspire particulièrement et qui serait pour toi le ou la personne qui vraiment sort du lot, qui va pouvoir en fait pousser la France et d'une manière générale peut-être l'Europe à s'engouffrer dans cette révolution de l'IA? En France, il y en a quelques-uns qui sont plutôt bons. Mistral, j'adore leur équipe et tout. Arthur Mensch, tout à fait, Arthur. Vraiment, ils font du bon boulot. Chaque fois qu'il sort un réseau, il est propre, il est carré, il a été bien entraîné. Il parle très très bien français. Voilà, je vais rester un peu sur ce côté. Voilà, le français écrit par Mistral versus le français écrit par ChatGPT. Bon, vous n'êtes pas à la hauteur, les gars. J'aime bien la politique générale de Meta, la société Meta et son business model de vendre de la pub à tout le monde, de comprendre exactement ce que tu es. Voilà, c'est leur business model, je ne suis pas là pour juger. Par contre, leur politique de tout ce qu'ils font, c'est documenter, c'est créer, c'est partager pour que l'IA soit open et non pas closed. Ça a été quelque chose depuis day one chez eux et ça, c'est très très puissant. Donc bravo d'avoir fait. Notamment le modèle Llama qui est en open source. Là-bas. Ouais. Et en fait, tous les modèles d'avant et toutes les optimisations et tout ce qu'ils font sur la vérification, sur le RAG, etc. Franchement, ils mènent haut et fort cette vague que l'IA ne doit pas être aux mains de quelques gros. Puis, eux, ils seront capables de déployer at scale. Voilà, on a vu le Llama qui débarque maintenant sur WhatsApp, c'est arrivé. Ça, il n'y aura qu'eux qui pourront le faire parce qu'il faut avoir un paquet de machines pour pouvoir faire ça derrière. Par contre, le fait qu'ils le partagent et que toi, tu peux faire du business derrière, c'est assez unique. Donc, bravo pour ceci. Ça, c'est très inspirant. Mais pourtant, ce qui est un peu paradoxal, c'est que c'était le fer de lance de OpenAI quand ça a été créé. Au départ, c'était ça. OpenAI. C'est ce que voulait faire au moment où il y avait Elon Musk qui a financé ça. Et en fait, on a l'impression qu'ils ont un peu perdu leur âme. Maintenant, ils sont plus dans une approche fermée. Même s'ils ont open. Alors, oui et non. Encore quand on voit Sam Altman, là, il y a 1 ou 2 semaines qui a annoncé le prochain modèle, il sera open, donc vous pourrez l'utiliser. Et aussi toi, l'exécuteur local, etc. En fait, ils sont en train de se prendre cette vague-là, donc là, ils continuent à faire leur croissance vertigineuse d'un point de vue investissement, et pourtant, ils ne peuvent pas ignorer ce qui se passe à côté. Et je pense qu'ils ont eu peur, il y a quelques mois, de Gwen qui est sorti de nulle part, avec peut-être 10 millions. C'est le modèle d'Alibaba. Exactement, en 10-20 millions, ils ont fait aussi bien que OpenAI avec des centaines de milliards. Ça a fait d'ailleurs décrocher la bourse. De nouveau, je pense qu'il y a aussi un petit sujet géopolitique global entre la Chine et les États-Unis ici, parce qu'ils ont quand même entraîné ça sur un paquet d'infrastructures. L'infrastructure n'est pas comptée dans les 10 millions d'investissements. Tu vois. Et l'infrastructure, quand on voit Mistral qui a fait beaucoup de levées, la levée c'était pourquoi ? C'est pour acheter l'infrastructure. C'est pas pour payer que des salaires. Donc il y a une façon dont on compte qui est un petit sujet ici. Oui. Ces deux, voilà, Mistral en France, il y en a d'autres. J'adore Mathieu Riouf de Photoroom, qui est sûrement la seule boîte d'IA rentable. C'est bien,
Photoroom, c'est juste génial. Tu prends en photo un objet, ça te le détourne et ça te permet de faire à fond très bien. C'est pour tout le marché de la seconde main. C'est juste génial pour pouvoir mettre ça sur Vinted ou sur le Bon Coin, tu vois. Cet usage-là est juste formidable. Bravo Mathieu d'avoir fait ceci, c'est propre. Et c'est une cash machine, faut pas le leurrer, quoi. C'est un vrai usage B2C cette fois-ci, quoi, pas corporate. Ok, merci beaucoup. Ça sera le merci Marc, c'était un très bel interview. C'était un plaisir. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, c'est le moment de cliquer sur le petit pouce bleu, de vous abonner. Il y en aura plein d'autres. Je suis sûr que Alexandre va pouvoir me donner quelques noms de personnes que je pourrais interviewer pour continuer ce tour de France de l'IA en région et dans les territoires, parce qu'on veut que la France et d'une manière générale l'Europe s'engouffre dans cette révolution de l'IA et qu'elle puisse, je dirais, se maintenir à son niveau, parce qu'aujourd'hui on va dire qu'on est en deuxième catégorie, on n'est pas tout à fait en première catégorie, mais on a, comme tu l'as très bien dit, des ingénieurs de très haut niveau, on a beaucoup de mathématiciens. On se défend bien quand même. On se défend bien. Et donc en fait, la partie n'est pas gagnée pour les Américains, qui sont quand même leaders aujourd'hui. Et donc, pour ça doit venir de partout, y compris des régions. Et on compte sur toi avec le hub et puis ce que tu vas faire dans le futur, avec aussi tout le soutien de l'État, en particulier le CIR et l'encouragement à l'innovation. Et puis, chacun d'entre vous, à un moment donné, d'utiliser de l'IA, de soutenir des entreprises qui proposent des solutions. Parce qu'évidemment, pour que les entreprises se développent dans l'IA, il faut qu'ils aient des clients. Et donc, il faut que vous, en tant qu'utilisateur, vous puissiez acheter leurs produits et leurs services. Et donc, ça s'annonce passionnant. On prend peut-être rendez-vous dans quelques temps pour voir la suite. Il y aura sans doute beaucoup de choses qui vont se passer dans les mois et les années qui viennent. Merci encore de nous avoir accueillis dans ce magnifique endroit. En plus, pour la fin, on a le soleil sur les montagnes. Presque, ouais. Voilà. Et c'est pas mal aujourd'hui. Belle journée. Voilà. Merci à vous. À bientôt. Merci. Si cette conversation vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo. D'ailleurs, d'autres interviews d'entrepreneurs de l'IA en région arrivent très bientôt, car l'innovation se développe partout en France et pas seulement à Paris, et aussi dans les autres pays bien sûr. Et justement, j'ai besoin de vous. Qui serait selon vous la personnalité francophone la plus influente en IA que je devrais interviewer pour vous? Laissez-moi vos suggestions en commentaire, cela m'aidera énormément pour la suite de cette série. À très bientôt pour de nouvelles découvertes au cœur de l'écosystème de l'intelligence artificielle. À bientôt!